Bonsoir à tous. À la une de ce journal, la liquidation de la microfinance Comessi est un scandale qui éclabousse le système bancaire au Cameroun. Des épargnants dépités vivent dans la misère et le désarroi au regard de l'impossibilité d'entrer en possession de leur argent placé dans cette microfinance devenue insolvable depuis plusieurs années. Au-delà des zones d'ombre sur la procédure de liquidation, des questions se posent. Pourquoi les systèmes et les mécanismes de contrôle et de surveillance ont échoué à prévenir cette énième faillite d'une microfinance au Cameroun? C'est le dossier du 20h. À l'international, de vives tensions sont observées au Tchad et au Bénin, où sont prévues l'élection présidentielle le 11 avril prochain, alors que l'opposition tchadienne appelle au boycott de ce scrutin présidentiel. Des tensions sont observées dans plusieurs villes béninoises. Cela n'empêche pas les présidents de ces deux pays à être candidats à leur propre succession et mobiliser leurs militants pour la victoire lors du scrutin présidentiel. Nous ferons le point dans la page internationale du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Cela fait plusieurs jours que des Camerounais font le pied de grue devant la direction générale de la microfinance Comessi, placée en liquidation. Ils cherchent en vain à entrer en possession de leur argent placé dans cette structure financière devenue insolvable depuis plusieurs années. Parmi ces Camerounais, il y en a qui sont partis de plusieurs villages, plusieurs localités qui passent la nuit à la belle étoile, s'exposant à des risques d'insécurité afin de comprendre comment cette microfinance s'est retrouvée en faillite, comment est-elle devenue insolvable, pourquoi ont-ils du mal à entrer en possession de leur argent placé dans cette microfinance depuis de nombreuses années. Un quotidien difficile dans la ville de Douala. C'est le constat que font Sédik Chouna et Sédik Ding dans ce reportage. Assise à même le sol depuis l'aube, Annie fait le pied de grue. Elle qui se retrouve dans la ville de Douala pour la première fois n'a que ses bagages comme seul refuge. Et cette dernière est un peu perdue. Je suis arrivée ce matin à 4 heures. Et c'est ma première fois à Douala. Je n'étais même jamais à Douala. Je connaissais Douala. Annie n'est pas la seule dans cette situation. Ils sont des centaines à se retrouver ici devant l'établissement de microfinance Comessi à Akwa. Tous sont unanimes et réclament une seule chose. Je viens réclamer mon argent que Comessi a confisqué depuis plusieurs années. Je suis là depuis 4 heures. Je viens de Bafoussam. 2 millions et demi. Je suis arrivé là depuis la nuit de dimanche à lundi à 1h. Alors, il y a ceux de Bafoussam qui sont là. J'ai trouvé une demoiselle qui était là à minuit. Ceux depuis mercredi ne sont pas encore reçus. J'ai une somme près de 1 800 000 que je réclame ici. Certains sont là depuis des heures et finissent même par s'endormir épuisés par l'attente. Une note de l'administration datant de février faisait pourtant l'annonce du paiement pour la fin du 10 mois des redevances de la microfinance auprès de ses clients. À notre arrivée sur les lieux, les grilles de la microfinance sont désespérément closes. Tentant d'entrer en contact avec la direction, nous n'avons eu aucun retour de ces derniers. Chose curieuse, aucune signature ne figure sur ce document. Selon des indiscrétions, les clients sont invités à remettre leur carnet de souscripteurs contre coupon. Une décision que ces derniers n'entendent pas de cette oreille. Et quand on va prendre mon carnet, je vais encore dire à mes enfants que l'argent est parti où? Non, je ne peux pas donner mon carnet. Comment? Il faut quelque chose pour me rassurer que... Yeah. Des clients qui réclament des sommes astronomiques à la microfinance, des redevances qui, pour certains, ont mis leurs activités au point mort. Je dis, j'ai fait des prêts d'argent, je parle du transport, quoi. Oui, parce que depuis que Comessi a gagné mon argent, je ne fais plus rien. Je suis calé. Depuis 2017, la microfinance a amorcé une véritable descente aux enfers, enregistrant des pertes sèches évaluées à près de 8,5 milliards de francs, plongeant ainsi des milliers de Camerounais dans la tourmente. Ces faillites de microfinance mettent en évidence des défaillances
et dysfonctionnements dans le système bancaire au Cameroun, entre les enquêtes bâclées sur la moralité parfois douteuse des promoteurs d'établissements financiers, les défauts de maîtrise des techniques de gestion d'établissements de microfinance, les experts soulignent également la faible efficacité des mécanismes de contrôle de surveillance au sein de la COBAC, le gendarme financier en Afrique centrale. D'autres détails avec Félix Chouna et Donald Brice Kamgan. Des épargnants aux abois devant des établissements de microfinance. Ces images se répètent au fil des années au Cameroun. Que ce soit à la suite d'une faillite ou d'une mise en liquidation, les experts notent que l'échec de ces structures financières s'explique souvent par des violations des principes de gestion, notamment des normes prudentielles. Quand on parle des normes prudentielles par exemple, il y a un plafond de crédit au-delà duquel une institution financière ne doit pas aller en rapport avec ses réserves de garantie. Je prends un exemple. Si vous avez comme réserve de garantie 100 millions, vous ne pouvez pas donner de crédit de 75 millions. Même de 50 millions, déjà, ça commence déjà à clignoter au rouge. On devrait savoir quel est leur parcours. Est-ce que préalablement, dans une vie antérieure, est-ce qu'ils n'ont pas eu, n'est-ce pas, des problèmes? Est-ce qu'ils n'ont pas eu des problèmes, par exemple, je vais dire, avec la gestion financière? Est-ce qu'ils n'ont pas été épinglés dans leurs affaires antérieures? Autre défaillance, cette fois de détail des institutions de police financière, une certaine complaisance dans les enquêtes de moralité des promoteurs, explique cet expert. Dans la sous-région CEMAC, la Commission bancaire d'Afrique centrale, la COBAC, assure la régularité des activités en amont et en aval des établissements financiers, mais dans les faits, les spécialistes notent comme une certaine absence de rigueur dans l'observation des structures opérant dans la sous-région. Il faudrait que le travail soit davantage mis, que l'accent soit davantage mis sur les établissements de microfinance que sur les grandes les banques de premier ordre. Il me semble que la COBAC reste très focus sur les banques de premier ordre plutôt que sur les établissements de microfinance. Pourtant, c'est plus sensible parce que ce sont les plus petits épargnants. En termes de dépôt, les microfinances représentent le principal acteur du secteur bancaire au Cameroun. En 2017, plus de 3 millions de Camerounais disposaient d'un compte dans les établissements de microfinance, une masse constituée essentiellement des petits épargnants. Parlons à présent de la fabrication et l'utilisation des faux documents officiels qui prospèrent dans la capitale. Selon le commissariat du 5e arrondissement de Yaoundé, des Camerounais spécialistes dans la fabrication de faux récépissés de cartes nationales d'identité et de faux diplômes ont été arrêtés. Leur mode opératoire et leurs techniques de fraude sont expliquées dans ce reportage de Joël Essengue et Guy Zogo. Loin de se démonter, Kwotu Aliou, qu'on voit ici en image, présumé contrefacteur de cartes nationales d'identité, a tenu à délivrer sa version face aux accusations formulées contre lui par le commissariat du 5e arrondissement à Yaoundé. J'ai ma carte à la police et ils m'ont jamais donné la carte. Je ne fais pas les faux. Je ne fais pas les faux. Regardez-moi bien. Pourtant, les faits tels que relatés par la police sont loin des affirmations du mis en cause. Lors d'une patrouille de routine, notre équipe motorisée, dans la nuit du 3 au 4 avril, a trouvé un individu suspect aux encablures du CHU. Il était minuit passé. Sa présence suspecte en ce lieu a conduit à son interpellation. Il a été conduit ici à la base. Dans ces vérifications, la police va finir par découvrir des faits troublants. En regardant son récépissé de carte d'identité pour l'identifier, on s'est rendu compte qu'il avait un récépissé qui indiquait qu'il a été délivré le 5 avril 2021. Or, nous étions encore dans la nuit du 3 au 4. C'est ça qui a attiré notre attention. De fil en aiguille, les interpellations des membres de ce groupe de présumés contrefacteurs vont alors se succéder. On l'a donc exploité. Il nous a fait comprendre que c'est une de ses connaissances, en l'occurrence quelqu'un avec qui il joue au 2-0, qui lui a fourni ce récépissé parce qu'il avait posé la difficulté à pouvoir se faire établir une carte d'identité. Il nous a permis d'interpeller ce deuxième individu qui avait également un récépissé faux. Quand on l'a également interrogé et exploité ce deuxième, il nous a donc conduit vers le troisième. La police met la main sur un véritable butin composé des imprimantes, des laptops, des appareils photo, des cachets portant les signatures de nombre de personnalités,
Tout un attirail qui permettait aux présumés contrefacteurs de fabriquer une pléthore de documents officiels. Dans la foulée, une descente au domicile du chef de cette bande a permis de faire une intrusion dans son quartier général. Devant la gravité de ces actes, la police rappelle aux usagers la conduite à tenir pour l'obtention des documents officiels. Les populations doivent savoir que pour s'établir des documents officiels, il y a des endroits indiqués. Si c'est la carte d'identité, on sait que c'est dans les services de police et dans des postes d'identification. Quand un usager lui-même va se faire établir une carte sans jamais s'être présenté quelque part, ça veut dire qu'on vient seulement vous remettre un récépissé, alors que vous ne vous êtes pas présenté dans un service de police. C'est vraiment curieux. Donc il faudrait que les gens soient sensibilisés. Les présumés contrefacteurs, eux, seront présentés au procureur de la République. Durant l'année 2020, le nombre d'attaques commises par Boko Haram contre des civils camerounais était bien plus élevé qu'au Nigeria, au Tchad et au Niger réunis. C'est du moins ce que révèle Human Rights Watch dans son récent rapport. Cette organisation fait savoir que près de 80 Camerounais ont été tués durant ces 4 derniers mois dans la partie septentrionale. Cette organisation note que le dispositif sécuritaire est quelque peu insuffisant face à cette multiplication des attaques de la secte islamiste terroriste. Le gouvernement a été interpellé pour renforcer le dispositif sécuritaire. D'autres précisions sur ce rapport de Human Rights Watch, c'est dans ce reportage signé Julienne Berthebissaille. Le rapport du 5 avril de Human Rights Watch revient sur la série de 4 attaques perpétrées de décembre 2020 à mars 2021, avec comme bilan 80 personnes tuées dans les localités de Mozogo, Darak, Gouzoudou et Babline, à l'extrême nord Cameroun. La plus meurtrière, 14 morts sur le champ, survenait en tout début d'année le 8 janvier à Mozogo. De ces attaques, on enregistrait comme dégâts matériels des centaines de maisons incendiées. Human Rights Watch affirme avoir eu des entretiens avec plusieurs victimes et mené des enquêtes de terrain. Parmi les modes opératoires de Boko Haram, relève Human Rights Watch, les attentats suicides avec kamikaze. Face à cette insécurité montante à l'extrême nord, Human Rights Watch recommande au gouvernement de renforcer le dispositif sécuritaire dans les localités où des postes militaires ont été levés. Selon Hilaria Allegrosi, chercheuse à Human Rights Watch, un courrier a été transmis au ministère de la Défense. Un courrier resté jusqu'ici sans réponse. Depuis le déclenchement des attaques de Boko Haram en 2014, plus de 322 000 personnes ont fui leur village et 12 500 depuis 2020, mentionne le rapport de Human Rights Watch. Plus que 7 mois avant l'ouverture à la circulation des premiers kilomètres de l'autoroute Douala-Yaoundé, redoutant que les délais ne soient pas respectés, le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou-Djoumessi, s'est rendu sur les lieux afin de s'enquérir de l'état d'avancement de ce projet autoroutier. Le plus grand défi de l'heure, c'est la construction de 2 voies de raccordement au centre urbain de Yaoundé et la nationale numéro 3 par Boumniebel. D'autres explications avec Élisée Bogba et Marcelin Gansop. Voilà, allons-y. Plus que 7 mois et les 60 premiers kilomètres de l'autoroute Yaoundé-Douala seront ouverts à la circulation. Le ministre des Travaux publics n'est pas passé par 4 chemins pour le marteler à l'entreprise chinoise qui exécute les travaux. Aucun glissement ne doit être envisagé. 30 octobre 2021, fini les travaux, l'autoroute entre en exploitation. Parce que les travaux préliminaires de fonctionnalité auront été réalisés. S'il faut les améliorer plus tard en termes d'ouvrage ou d'équipement, nous allons le faire. Donc, vous allez les aider à faire un rétro-planning. À partir d'aujourd'hui, que devons-nous faire? Nous allons voir et étudier tous les scénarios possibles et faire un planning en revenant vers la date d'aujourd'hui et voir quels sont les moyens qui nous sont nécessaires, que ce soit logistique ou bien matériel ou bien moyens humains, pour respecter ce délai-là.
Sur le terrain, les travaux évoluent à un rythme satisfaisant, notamment entre le PK40 et le PK60. Les travaux se concentrent actuellement sur le réseau de drainage, d'assainissement, et on profite de quelques fenêtres de beau temps, vu qu'on est dans la saison de pluie, pour réaliser l'enrobé. L'enrobé et la pluie, ça ne rime pas. Sinon, les deux couches de fondation et de base ont été réalisées, et comme vous avez vu, donc, on vient de commencer aujourd'hui la toute dernière couche d'enrobé, de roulement de 6 cm. Donc elle va parcourir du 40 jusqu'à nous rejoindre ici lorsque l'ouvrage sera achevé. La construction du pont sur la rivière Magnaï reste l'un des défis majeurs auxquels l'entreprise fait face jusqu'ici. Cet ouvrage, il sera achevé dans 2 mois, c'est-à-dire d'ici mai, il sera achevé, vu que le gros a été fait, et on va raccorder avec le morceau de route qui reste sur les deux côtés. L'autre défi, et pas des moindres, demeure le raccordement de l'autoroute au réseau urbain de Yaoundé via Colbisson et à la nationale numéro 3 par Boumniebel, soit respectivement 15 et 12 km à réaliser de part et d'autre. Les voies de raccordement vont se limiter selon les instructions sur le tracé existant. Ça, c'est une solution, on peut la qualifier d'intelligente, vu qu'elle va nous épargner des délais d'exécution. Elle va aussi s'achever en parfaite harmonie avec le délai d'achèvement de l'autoroute. Donc la route de raccordement permettra l'accessibilité à l'autoroute au temps voulu. Sur les 40 premiers kilomètres, achevés depuis longtemps, la signalisation est d'ores et déjà bouclée, en attendant la construction d'un poste de péage au PK0. Pour que l'autoroute entre en fonction seulement, il faut aussi qu'il y ait le péage d'entrée et de sortie. Oui. À tout le moins. Le premier, ici, et PK60. Conscient des difficultés, le ministre des Travaux publics a demandé à l'entreprise de travailler si nécessaire la nuit afin de tenir les délais d'achèvement des 20 km restants. Au plus tard en novembre 2021, la première phase de l'autoroute Yaoundé-Douala doit quitter définitivement les maquettes pour se vivre concrètement sur le terrain. L'attente n'a que trop duré. Comment se déroulent les cours de remise à niveau pour les élèves candidats aux examens officiels en fin d'année? Ils ont bénéficié d'une semaine supplémentaire avant la reprise des cours, notamment le 3e trimestre de l'année scolaire en 2020-2021. Des enseignants mettent l'accent sur des matières, des disciplines où les enfants ont du mal à avoir des moyennes suffisantes pour leur permettre d'affronter en toute sérénité les épreuves écrites des examens officiels en fin d'année. Autre précision dans ce reportage de Equa Claude et Kediara. Allez voir aussi assidus, on est loin de s'imaginer qu'ils font la classe en pleine période de vacances du second trimestre. Pourtant c'est bien le cas. Nous sommes au collège Saint-Michel à Douala et ses élèves, candidats aux examens officiels, s'adonnent de gaieté de cœur à leur cours de remise à niveau, tel qu'institué par le ministre des Enseignements secondaires. Nous avons remis les bulletins le 26. Ils sont reposés le 27, 28 et le lundi 29, nous avons repris les cours. Le jeudi saint, donc, nous avons rompu. Ils se sont reposés jusqu'au lundi de Pâques et nous avons repris ce matin. Jeudi, nous allons arrêter, ils iront en congé et le lundi 12, nous reprenons avec tout le cycle complet. En attendant le retour effectif des cours, il est question de multiplier les chapitres et les exercices pour rattraper les matières sur lesquelles les enseignants accusent du retard, mais surtout de faire un focus sur celles avec lesquelles les enfants ont du mal. Au collège évangélique situé au quartier Nouvelle, c'est la même réalité qui nous accueille. La cour de récréation, habituellement bondie, est presque déserte. C'est dans les salles de classe qu'il faut aller chercher les enfants. Candidats aux examens officiels, ils sont alors en pleine préparation de la dernière ligne droite. Nous sommes en classe d'examen et l'examen approche. Nous devons être éveillés pour avoir un taux de réussite plus élevé que d'habitude. On a fait des exercices, on a fait quelques cours, beaucoup plus ces cours de maths puisque les élèves ont des difficultés. Et on a cherché à organiser des groupes d'études pour améliorer nos performances. Après ces cours de remise à niveau, les enseignants comptent bien rentrer dans la phase des travaux dirigés dès la rentrée du 3e trimestre. Au 3e trimestre, nous n'aurons plus qu'un mois et demi. Et
pour nous, c'est réservé aux travaux dirigés, particulièrement aux travaux dirigés. Parce que notre souci, c'est que nous atteignions les objectifs que nous nous sommes fixés en début d'année. Il faut dire que les tout-petits inscrits au cours moyen deuxième année se situent dans la même tendance, puisqu'ils affronteront d'ici peu le premier vrai examen officiel de leur vie, à savoir le concours d'entrée en 6e. Dans ce chapitre éducation, il y a un manque criard d'équipement au lycée technique bilingue de Mbandjok. Là-bas, des élèves des filières couture, menuiserie, électrotechnique et autres réalisent des prouesses à la main, faute d'équipement adéquat et de machines dans les ateliers. Interpellés, les autorités demandent aux élèves et enseignants de faire de grandes réalisations avec de petits moyens. Reportage, Charles Melingui et Aek Cyril. Atelier de couture au lycée technique bilingue de Mbandjok, dans le département de la Haute-Sanaga, région du centre. Les élèves présentent leur savoir-faire. Des nappes pour chaises et tables à manger, toutes faites à la main. Le lycée technique de Mbandjok n'a pas de machine. Nous n'avons pas de machine ici, c'est pour ça que nous allons faire ça à la main. Les types de machines que nous n'avons pas, nous devons avoir les fers et les signes. C'est pour ça que nous demandons au gouvernement de nous aider, que nous puissions avoir les machines ici dans cette école, afin que nous puissions faire ça à la main. Dans l'atelier de menuiserie, c'est également la débrouillardise. Faute d'équipement, tout se fait à la main. Nous faisons ceci avec la main parce que nous n'avons pas de machines pour nous faciliter la tâche. Nous n'avons pas la rabouteuse, la scie circulaire, la défonceuse, la perceuse. Il en est de la couture et de la menuiserie comme de l'électrotechnique. Ici, ce sont les coupures intempestives de l'énergie électrique qui plombent le travail. Et lorsque l'énergie n'est pas là, pendant que les enfants seraient en train d'exécuter les travaux en atelier, nous ne pouvons pas savoir l'effectivité du montage tant que l'énergie est absente. Parce qu'il faudrait tester. C'est en testant qu'on réalise que effectivement le montage a été exécuté sans défaut. Transformé en établissement secondaire d'enseignement technique bilingue, le lycée technique bilingue de Mbandjok souffre d'un manque criard d'équipements adéquats. Nous avons donc commencé cette année avec 6 spécialités. Et vous voyez par exemple la couture. Ils ont encore besoin de beaucoup de choses. Il n'y a pas de machine. Nous avons équipé juste d'une machine. Nous avons besoin de beaucoup plus de machines. Nous avons besoin de matériel. Nous avons également besoin des infrastructures. Parce que le lycée a grandi. Et tout seul, l'APE ne peut pas tout faire. Interpellés sur la question, les autorités administratives de Mbandjok encouragent élèves et enseignants à faire de grandes réalisations avec de petits moyens. Tout en les félicitant, nous les encourageons à continuer de se perfectionner parce que comme vous le savez, nous aurons besoin de leur technicité pour construire le Cameroun. Nous avons relevé quelques insuffisances au niveau de certains ateliers et nous pouvons dire que nous sommes persuadés de ne pas être les seuls sur toute l'étendue du territoire. Nous faisons bien avec le peu de moyens que nous avons. À la faveur des journées portes ouvertes organisées au sein de l'établissement, le lycée technique bilingue de Mbandjok se donne à voir malgré la modicité de ses moyens. La nation entière a rendu hommage à Sa Majesté Halim Hayatou Lamido de Garoua et haut commis de l'État, lui qui a été pendant près de 23 ans secrétaire d'État auprès du ministre de la Santé publique chargé de la lutte contre les pandémies. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de la Santé publique, Mandaouda Malachié, représentant personnel du chef de l'État, Issa Chiroma Bakari, ministre de la République, et d'autres personnalités du Grand Nord ayant fait le déplacement pour l'accompagner à sa dernière demeure. Compte rendu avec Olivier Tsefo, Innocent Abega et Jean-Paul Chouniat. Arrivé à l'aéroport international de Garoua, sous un soleil d'aplomb et dans une ambiance très lourde, la dépouille du Lamido Halim Garga Hayatou est accueillie avec tous les hommages et honneurs militaires dus à son rang d'autorité traditionnelle et au commis de l'État, mort en fonction. Ces obsèques officielles
se dérouleront le mardi 6 avril 2021 à Garoua, département de la Benue, région du Nord. Devant un parterre d'habitants de Garoua, autorités administratives, c'est traditionnel, familles, amis, connaissances et autres curieux. Présentation de gerbes de fleurs du couple présidentiel Paul et Chantal Biya. Le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, procède au rituel de circonstance. Une cérémonie brève, sobre et empreinte de solennité, exactement comme le secrétaire d'État Ali Mayatou a vécu. Que la famille aussi prenne l'exemple de papa Ali Majesté, parce qu'il était doux, très doux. Que sa famille, c'est lui qui va les succéder même. Il faut qu'il soit comme lui pour rassembler tous les fils et les filles de Garoua. Et dans le strict respect des mesures barrières, la dépouille de Sa Majesté Alim Garga Yatou quitte l'esplanade de l'aéroport international de Garoua pour l'enterrement dans l'intimité au caveau familial. Le lamido de Garoua, Sa Majesté Alim Garga Yatou, par ailleurs secrétaire d'État à la santé publique, en charge des épidémies et des pandémies, est décédé au petit matin du 4 avril à Yaoundé, de suite de maladie. Dans l'escale internationale, le 11 avril prochain, Tchadiens et Béninois doivent choisir leur président de la République. Dès lors, l'opposition tchadienne se mobilise contre cette élection, dénonçant des entraves au processus électoral. Au Bénin, des tensions sont observées dans plusieurs localités. Cela pourtant n'a pas empêché les présidents Idriss Déby Itno et Patrice Talon, candidats à leur propre succession, de mener leur campagne électorale, de mobiliser leurs militants et sympathisants pour remporter la victoire dès le premier tour. On fait le point avec Nadine Yambou. Moins d'une semaine de la présidentielle au Tchad, une bonne frange de l'opposition et la société civile appellent au boycott actif du scrutin prévu le 11 avril prochain. Critiquant une mascarade électorale, les partisans au boycott dénoncent l'absence d'une transparence et soutiennent que les conditions ne sont pas réunies pour une élection libre et crédible au regard des tensions et crises que traverse le pays. Des figures majeures de l'opposition tchadienne, dont Saleh Kezabo, qui s'était retiré du processus électoral, indique sur son compte officiel Twitter mener une campagne de boycott à travers le pays, appelant à une alternance au sommet de l'État. Dans le camp du parti au pouvoir, l'idée d'un report du scrutin est balayée d'un revers de la main. Dans les rues de N'Djamena et ses environs, les partisans d'Idriss Déby, candidat à un 6e mandat, sont mobilisés pour soutenir sa candidature. Idriss Déby Itno est attendu sur divers fronts, tels que le chômage des jeunes, l'accès à l'eau potable et l'électricité. Et sur le front de la campagne électorale pour la présidentielle au Bénin, les tensions demeurent vives. À la veille de ce scrutin prévu le 11 avril, des incidents ont été enregistrés dans plusieurs villes. Des manifestants opposant à un 2e mandat de Patrice Talon dénoncent une élection verrouillée et taillée sur mesure pour satisfaire les ambitions du président sortant. Plusieurs adversaires politiques, dont les dossiers de candidature ont été recalés, appellent à des manifestations à travers le pays. Au pouvoir depuis 5 ans, le président Patrice Talon avait initié une modification de la Constitution et du calendrier électoral. Et la nouvelle rallonge de plus d'1 mois, comparée à l'ancienne Constitution, est mal perçue au sein de la classe politique. Pour le gouvernement, cette polémique est tout simplement une mauvaise interprétation sur le calendrier électoral. Et les dernières heures de campagne se déroulent dans un climat de peur. Et en République centrafricaine, dans un document manuscrit adressé à la communauté nationale et internationale, le leader du groupe armé UPC prend officiellement l'engagement de se retirer de la coalition rebelle de la CPC, dénommée Coalition des Patriotes pour le Changement.
Pour justifier son départ, Ali Darassa évoque les souffrances qu'endure le peuple centrafricain, plongé dans la misère, la crise humanitaire, la famine et l'insécurité. Il réitère par ailleurs son engagement au processus de paix de Khartoum, signé en février 2019. Cette sortie du leader de l'unité pour la paix de la Centrafrique intervient quelques jours seulement après l'appel au dialogue lancé par le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra. C'est un épineux problème au Cameroun, la question du financement de la recherche. Elle est au cœur de la 8e édition des conférences scientifiques de la PIC-FOCAM, Institute of Excellence. Pendant 2 jours, enseignants d'université et chercheurs ont noté le retard du Cameroun dans l'octroi des financements plus importants afin d'approfondir la recherche scientifique dans plusieurs domaines d'activité à même de permettre au Cameroun de s'adapter à la vie post-Covid-19. Reportage. C'est dans un contexte particulier, marqué par la résurgence du coronavirus, que s'est tenue cette 8e édition des conférences scientifiques de la PIC-FOCAM, Institute of Excellence. Et au cœur des réflexions justement, la question du financement de la recherche en contexte Covid. Pourquoi nous avons choisi ce thème? Nous nous sommes rendus compte que chaque pays du monde utilisait les résultats des recherches technologiques dont il dispose pour résoudre les problèmes liés à la Covid, par exemple. Il y a des appareils pour respirer, il y a des médicaments, il y a aujourd'hui des vaccins. Donc, plusieurs pays sont en train de développer et sur tout le continent, vous ne voyez aucun pays qui vous propose même, n'est-ce pas, un début de développement en ce qui concerne le vaccin, tout simplement parce que nous avons depuis des années ignoré qu'il fallait investir dans la recherche. Ce ne sont pas des chercheurs qui manquent, mais ce sont des investissements. Pour les conférenciers, la Covid est une formidable opportunité pour le Cameroun, dans la mesure où la survenue de cette pandémie nous a rappelé combien nous étions en retard, au point de dépendre essentiellement de l'extérieur. Avant la Covid, il était difficile de regarder un virus au Cameroun. Mais aujourd'hui, c'est possible. Je peux déjà analyser les substances contenues dans une plante en quelques secondes. Pas à l'époque où il fallait mettre 4 semaines pour faire un dosage. Donc on a migré d'un pas. Parce que la pandémie a été l'occasion pour les pouvoirs publics de se rendre compte que le mot recherche au Cameroun est un phénomène de mode et non une réalité. Parce qu'il n'y a pas de recherche sans développement. Il n'y a pas de développement sans recherche, les deux vont de pair. La Covid a montré l'incapacité du Cameroun à se prendre en charge et c'est dommage. Il me semble que c'est une opportunité qui va peut-être ouvrir enfin les yeux des décideurs pour leur montrer l'importance de la recherche par rapport au développement. Se déroulant en présentiel, dans le strict respect des mesures barrières et par visioconférence, pour ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement, ce grand rendez-vous du donner et du recevoir a permis aux participants de s'abreuver à la source des découvertes ayant permis au Cameroun de contenir la Covid-19. L'exemple de l'artémisia. L'artémisinine n'est que 10% du contenu d'artémisia. On parle de 200 substances actives. C'est pour ça que pour moi, utiliser artémisia, utiliser seulement les feuilles est une erreur. C'est pour ça qu'on fait face aux résistances. Nous avons une autre méthode pour l'utilisation d'artémisia. Je ne vais pas le révéler ici, parce qu'il me faut le breveter. Nous allons mettre en place des plantes qui parlent d'elles-mêmes. C'est-à-dire des plantes riches en d'autres substances que la thémisinine. C'est ce que nous avons engagé dans l'étude phénologique et biochimique de cette plante. Nous ne venons pas du charlatanisme. Il faut le prouver scientifiquement. Au bout du compte, cette 8e édition, bien qu'organisée dans un contexte sanitaire difficile, a comblé les attentes. Les participants ont, comme d'habitude, développé des thématiques liées à leur recherche propre, c'est-à-dire à leur domaine de compétences, sur le thème des sciences agricoles, sur le thème de la technologie de communication, sur le thème de la technologie de développement industriel et sur plusieurs autres thèmes, comme par exemple l'extraction des plantes médicinales. Vivement la 9e édition des conférences scientifiques de la PIC-FOCAM Institute of Excellence. Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Allan Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Allan. Obsèques officielles en l'honneur de Halim Hayatou ce jour à Garoua. Et tout le gratin politico-administratif s'est mobilisé pour l'accompagner à sa dernière demeure. En tête de file,
C'était le ministre de la Santé publique, représentant personnel du chef de l'État, Manaouda Malachi. Cérémonie sobre à Garoua, à l'esplanade du Lamida de Garoua. Occasion pour ses proches collaborateurs, également ceux de sa cour royale, d'appeler ses successeurs à garantir l'unité et la cohésion sociale au sein de la famille royale, au sein de l'Amida de Garoua. Saint-Jalin. Voilà, madame, monsieur, c'est dans l'essentiel, l'Équinoxoir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Je vous souhaite une bonne soirée, Saint-Jalin. Rendez-vous demain, 20h. Dans un instant, la suite, Équinoxoir. Retour sur le plateau Équinoxoir, deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie de Armand Noutak, de Elie Tchobma, Joseph René Mbotouzé et le docteur Joseph Jean-Paulin Bissoko. Nous prenons tout de suite la direction de Garoua où nous attend Sa Majesté Muller Jamal Abdul Nassir. Bonsoir Sa Majesté. Bonsoir Serge Alain. Chef troisième degré, Colbives, le Grand Yélois, vous m'avez dit, ça s'appelle le Grand Yélois, nous sommes bel et bien à Garoua. Vous étiez un proche collaborateur de Sa Majesté Halim Hayatou qui s'en est allé. Quel souvenir vous gardez de cet homme, ce haut commis de l'État et cette haute autorité traditionnelle qui est parti? Bien, merci Serge Alain de me donner l'opportunité de parler d'un aîné et d'un papa pour moi. Juste pour rectifier, je suis le chef de troisième degré d'un Colbives qui est contenu dans le Grand Yélois. Il faut dire que M. Halim Garga Hayatou a été pour nous un père, un formateur dans le domaine de tout ce qui était chaufferie traditionnelle. Depuis 10 ans que j'ai collaboré avec lui, ça a été un homme affable, disponible et, n'est-ce pas, un grand rassembleur. Donc, je garde de très bons souvenirs pour ce parent qui est M. Halim Garga Hayatou. On va dire, le roi est mort, vive le roi. Comment va se passer la succession à la tête de... Qui va remplacer concrètement l'Amido Hayatou qui est parti? Comment ça va se passer? Bien, tout cela est encadré par, naturellement, des textes juridiques. On va se référer pour la circonstance, n'est-ce pas, au décret 77/245 du 15 juillet 1977, en son article 10, qui, n'est-ce pas, va déclarer la vacance et sans délai l'autorité administrative. Pour la circonstance, ce sera monsieur le préfet, qui va sans délai, n'est-ce pas, faire les consultations coutumières d'usage auprès de notabilités de la chefferie traditionnelle, donc du Lamida de Garoua, pour désigner le nouveau chef. Et naturellement, il faut le dire, les candidats ne seront que pris dans la lignée de la famille royale. Donc, c'est ainsi que va se passer la succession de M. Halim Garga Hayatou. Voilà, on a vu beaucoup d'autorités, de personnes, hein, et pas des moindres, qui ont fait le déplacement de Garoua aujourd'hui, Sa Majesté. La nation a véritablement été reconnaissante pour ce haut commis de l'État, selon vous? Bien entendu, il faut commencer par, n'est-ce pas, la décision du chef de l'État d'offrir à M. Halim Garga Hayatou les obsèques officielles. Cela réconforte à plus d'un titre, nous qui sommes de la communauté ici à Garoua. Nous nous sentons suffisamment reconnus et valorisés. Et la présence, n'est-ce pas, de toutes les autorités qui nous ont accompagnés dans nos pleurs et puis tellement affligés que nous étions, nous a également réconfortés. Vous savez, Garoua est une ville historique, donc on ne peut qu'être rassuré quand on voit toutes ces autorités auprès de nous en des circonstances pareilles. Voilà, Sa Majesté Muller, rapidement, vous nous dites ce nom qui nous intrigue un peu, nous qui sommes de ce côté. Colbives, c'est quoi? Voilà, dites-nous. Vous êtes le chef du troisième degré, chef de Colbives. Colbives, oui, Colbives, en bétis, ça signifie tout simplement la colline des eaux. Juste pour rentrer dans l'historique, je suis le petit-fils de monsieur qui vient de l'Est, à 17 km d'Abomban. C'est lui qui donna ce nom, n'est-ce pas, à cette chefferie-là. Parce qu'il y avait une colline, enfin pas qu'il y avait, il y a une colline et il y avait un cimetière. Actuellement, le cimetière n'est plus utilisé, c'est le vieux cimetière de Garoua.
dont les os humains qui sont dans ce cimetière et la colline ont composé le nom du quartier qui fait un col Bives. Donc voilà d'où vient le nom de col Bives. C'est un nom bêtier, bien entendu. Merci, Sa Majesté Müller Abdul Nassir, chef 3e degré, col Bives, dans le Grand Yélois. C'est bien cela? On continue dans le Grand Yélois. Merci beaucoup. Merci à toute la population de Garoua. Voilà, c'est d'abord vous, Joseph René Mboutouzé, Ali Mayatou. Vous retenez quoi? C'est l'homme, le haut commis de l'État ou bien l'autorité traditionnelle qui vous aura marqué? Oui, j'ai été à Garoua. Je me suis séjourné à Garoua de 2009 à 2012. Je suis très heureux de voir qu'on parle de Garoua ici. Le ministre Ali Mayatou, il résume tout ce que vous avez dit. Un homme d'État, il a été ministre plus de 20 ans et dans son parcours de ministre, on ne lui connaît pas beaucoup de scandales. Donc il a été un ministre on doit forcément connaître des scandales au ministre. Discret. Non, mais vous dites qu'on ne lui connaît pas beaucoup de scandales. Vous savez, lorsqu'on a 20 ans, lorsqu'on exerce pendant 20 ans, c'est parfois inévitable. Voilà, ça peut arriver. 20 ans, c'est beaucoup. Oui. Bon voilà, et en tant qu'autorité traditionnelle, c'est quelqu'un qui est suffisamment respecté à Garoua, oui, et qui avait beaucoup de soutien de ce côté. C'est une très très grosse perte pour la ville de Garoua. J'espère qu'on pourra lui trouver rapidement un remplaçant à sa dimension. Ok. Armand Nouta, vous avez regardé les images? Oui. Nous sommes en plein Covid. Un commentaire. Déjà, j'ai regardé les images en fin de journée. Oui. Donc, vous voyez très bien qu'il est assez difficile, même lorsqu'il s'agit des hauts cadres de la République, de respecter la distanciation physique. Parlant de Sa Majesté Ali Mayatou, moi je vais retenir beaucoup plus sa casquette de chef traditionnel, parce que je fais partie de ceux qui pensent que la tradition a encore sa place en Afrique en général et au Cameroun en particulier. Et je fais aussi partie de ceux qui aimeraient que d'ici quelques années, la politique reste l'affaire des politiciens, et la tradition. J'allais justement vous amener sur ce sens. Quand ces autorités vont dans le champ politique, bien évidemment, nous avons toujours, moi personnellement, j'ai toujours condamné cela, parce que, voyez-vous, le chef de l'Amido, tel qu'il était, est le père de tous les enfants du village. En réalité, un chef traditionnel est le père de tous les enfants, y compris, en fait, qu'on soit du pouvoir, qu'on soit de l'opposition. Et lorsque vous avez déjà un chef qui est maire d'un parti politique, par exemple, lorsque vous avez un chef qui est ministre, lorsque vous avez un chef traditionnel qui a un parti pris, vous voyez très bien que ça devient difficile. Et c'est la raison pour laquelle, en Afrique, par exemple, lorsqu'un chef quitte la scène, je vous l'ai dit, en réalité, ses œuvres devraient faire l'unanimité. Parce que il doit être neutre pour pouvoir conduire tous ses enfants, qu'ils soient de l'opposition ou du parti au pouvoir. Et vous allez constater que depuis 1982, et peut-être un peu avant, avec l'entrée en scène, sur la scène politique des chefs traditionnels, on a du mal à rendre effectivement hommage à nos différents chefs traditionnels lorsqu'ils quittent la scène, parce que la frontière entre l'homme politique et l'homme traditionnel n'est plus perceptible. Et dans mon village aussi en particulier, j'ai vu des combats entre des enfants du village qui sont de l'opposition et le chef qui parfois est du parti au pouvoir. Donc je salue la mémoire de Sa Majesté Ali Mayatou et je formule le vœu de ce que d'ici quelques années, les autorités traditionnelles puissent se concentrer pour préserver nos traditions, puissent se concentrer pour encadrer tous les enfants du village afin que ceux qui sont de l'opposition, ceux qui sont du pouvoir, puissent se retrouver sous l'arbre à palabre chaque fois, que le chef, en réalité, demeure le père de toute la famille du village, pour que chaque fois on se retrouve sous l'arbre,
sans dire tel et de tel parti politique, tel et de tel parti politique. Vous voyez, lorsqu'un chef a déjà une casquette politique, lorsque vous allez tendre le micro, c'est bien beau, on a vu les images, mais lorsque vous allez tendre le micro aux populations du Lamida de Garoua, il n'y aura pas d'unanimité, vous comprenez? Alors que la disparition des chefs traditionnels, en réalité, crée, je vous l'ai dit, les enfants sont unanimes, devraient être unanimes, les enfants du village, sur les œuvres du chef traditionnel en question. Donc, je formule, pour finir, ce vœu-là, que d'ici quelques années, nous puissions faire la part des choses entre la chefferie traditionnelle et la politique. Voilà, pour le docteur Jean-Paulin Bissoko, vous avez vu, vous avez également regardé ces images, les populations venues très nombreuses pour rendre hommage à leur chef disparu, en plein Covid. Évidemment, déjà, mes sincères condoléances à la famille éprouvée. C'est toujours une personne humaine qui quitte cette terre, que son âme soit bien reçue là aux cieux, en fait. Mais comme je disais, on a un problème de société. Vraiment, on a un problème de société et j'ai de la peine, j'ai des doutes. Et je me demande qu'est-ce qu'on peut faire. Le minimum, les masques, le minimum, la distance. Même dans ce cas, la distance est vraiment... Il n'y en avait pas. C'était des obsèques officielles. Et bon, décrétées par le président de la République. J'ai comme l'impression que dans ce cas, les traditions, les us et coutumes vont au-delà de la règle élémentaire d'hygiène qui devrait être en ce moment primaire à la situation que nous vivons. Que faire? C'est le Cameroun. Voilà. Elie Tchobman, vous connaissez bien la région, j'ai voulu terminer avec vous. Vous avez eu à rencontrer le Lamido? Je dois dire que le Lamido du Garoua, j'admire sa grande discrétion et le commis d'État qu'il était. Toutefois, je vais revenir sur cette relation entre la chefferie et la politique. Je crois que dans notre pays, il faudrait, comme il a dit tout à l'heure, qu'on pense d'ici quelques années à savoir que la monarchie doit cohabiter avec la démocratie, mais ne doit pas se mélanger. Peut-être je peux me tromper, mais je vois qu'en Angleterre, il y a une famille royale qui garde les valeurs de la culture anglaise, qui reste attachée, et nous nous déplaçons tous les jours pour aller voir cette culture anglaise. J'ai pas de souvenir, ou je ne crois pas qu'il y ait membre de la famille royale en Angleterre qui soit mêlé à la politique. Alors, comment s'est-il passé que chez nous, avec la colonisation, on a transformé toutes nos valeurs culturelles en une réalité politique? Et comme il le disait tout à l'heure, avec tout le respect qu'on peut donner à un monarque, il devient difficile de lui rendre la même politesse dès qu'il devient homme politique. À partir de ce moment-là, il convient pour les hommes politiques qui sont en train de bagarrer pour la nouvelle, je ne sais pas comment vous appelez ça, le code électoral et autres, il va falloir que même dans la plus grande loi au Cameroun, c'est quoi encore? La Constitution. On puisse imposer que dans la Constitution, nos valeurs culturelles et qui gardent notre patrimoine culturel, que ceux qui sont les garants de cela ne soient jamais mêlés à la politique. Qu'ils soient des monarques respectés tout en étant dans un pays démocratique. Et j'ai pris l'exemple de l'Angleterre tout à l'heure pour faire allusion de ce que c'est un grand pays très respecté par ses valeurs culturelles, mais pourtant les deux vivent en même temps. On peut bien le faire chez nous aussi. Voilà, Joseph René Mboutouzé, on a vu les images. Obsèques officielles, le président de la République a signé hier 2 décrets. Obsèques officielles en l'honneur de M. Pascal Moncam. Obsèques officielles en l'honneur de M. Halim Ayatou. On a vu la population là-bas. Et aujourd'hui, on nous dit qu'il faut limiter les rassemblements. Ça devient
devient de plus en plus compliqué, cette affaire. Oui, ça sera difficile, très difficile même de limiter les rassemblements. Parce que les Camerounais aiment les rassemblements. Les Camerounais aiment les rassemblements? Oui, les Camerounais aiment se rassembler. Ça sera extrêmement difficile. Vous voyez, il y a eu la première phase du Covid qui est arrivée. Après, on a eu le sentiment qu'il y avait une accalmie. Oui. Maintenant, la population a repris ses vieilles habitudes. Maintenant, revenir imposer des mesures barrières, ça commence à être difficile. Si on avait peut-être maintenu la pression sans relâchement, mais comme nous vivons au rythme de l'Occident, on a semblé croire à un moment donné que la pandémie vraiment tirait sa sonnette d'alarme, allait à la fin. Nous aussi. Nous aussi. Est-ce que c'est faux? Non, mais moi je. Oui, permettez. Oui, on a et puis nous aussi on a relâché un peu. D'ailleurs même comme indicateur, nous pouvons prendre même votre plateau Equinox ici. Il y a eu un temps où on était souvent 2. Voilà, nous sommes revenus à la formule de 4 invités. Là, il y a un mètre. Nous sommes revenus à la formule de 4 invités. Je crois qu'à tous les niveaux, c'est comme ça. Et surtout que nous observons que les mesures, certaines mesures qui ont été prises manquent de pertinence. Par exemple, scinder les élèves dans les salles de classe, faire des mi-temps dans des écoles et collèges parfois. Lorsque je traverse un lycée à la sortie et que je vois tous ces élèves qui sortent en masse, je me demande est-ce qu'on avait vraiment besoin de faire la mi-temps. Donc, je pense que tant que nous n'atteignons pas le niveau de dangerosité que cette maladie a créé en Occident, où on avait des milliers de personnes qui mouraient par jour, heureusement que nous, on n'atteindra jamais ça ici en Afrique. Si on n'arrive pas à ce niveau, il sera très difficile de demander aux Africains de ne pas se rassembler. Et moi, je pense que si nous sommes à moins de 40 000 morts, c'est combien de morts? On est à 390. Si nous sommes à moins de 40 000 contaminés, 59. Nous sommes à combien? 59 000. 59 000 contaminés. Il y a dans certains pays comme en Italie où tout ça c'était en une seule journée. Hein. Je crois que quand le Covid a commencé à baisser un peu en Italie, en France, partout, c'est là où on avait les 400 morts qui sont au Cameroun depuis 2020. Vous voyez, lorsqu'on réfléchit à tout ça, les gens ont toujours tendance à relativiser. Et je pense que les Camerounais sont en train de vouloir s'adapter dans une vie avec le Covid où ça sera du chacun pour soi. Chacun va faire attention pour que le malheur n'arrive pas de son côté. Mais moi, je suis, pour chuter Serge Alain, moi, je suis d'accord pour que qu'on vaccine les populations du monde et qu'on vaccine même les populations du Cameroun. On a été vacciné depuis l'enfance. Moi, je suis un scientiste, je crois à la toute-puissance de la science. Je pense que s'il y a un vaccin qui peut limiter les dégâts, moi, je serais totalement d'accord avec la vision du gouvernement et la vision du ministère de la Santé pour qu'un vaccin puisse arriver au Cameroun pour protéger les populations camerounaises. Jean-Paulin, docteur Bissoko, vous n'étiez pas d'accord avec Joseph René qui disait que nous vivons au rythme de l'Occident. On a parlé première vague, on a suivi, deuxième vague, on est en train de suivre, vaccin, on est en train de suivre aussi. Non, moi ce que je voudrais dire, c'est que on ne vit pas tellement au rythme de l'Occident. On vit au rythme de l'Occident quand ça nous convient. On regarde quand ça nous convient, on suit. Mais quand il faut suivre des règles strictes, on ne suit plus l'Occident. Moi, ce que je dis, la situation est différente. Hein. Et je reviens sur ça. Au Cameroun et en Afrique en général, il n'y a rien qui suscite la peur comme en Europe. En Europe, on a 400 morts par jour. Et je vous assure, quand vous sortez dans une ville, vous trouvez des ambulances qui circulent tout le jour, vous allez réfléchir. Malheureusement, je ne sais pas si je veux dire malheureusement ou heureusement, ce n'est pas le cas au Cameroun.
Je ne dis pas qu'il n'y a pas de morts. Je suis convaincu qu'il y a aussi des morts de Covid, mais pas autant qu'en Europe. Et comme je dis, qui sont ceux qui meurent en Europe? C'est des personnes vulnérables, c'est des personnes âgées. Cette souche de personnes qui meurent n'est pas au Cameroun. C'est-à-dire que l'espérance de vie au Cameroun, je ne sais pas, elle sera de... Elle est de 50 ans 50 et elle chute chaque année. Donc, comprenez. Chez nous, l'espérance de vie est de 70 ans. Donc, vous comprenez, il faut la peur, il faut quelque chose qui va booster le peuple camerounais à prendre conscience de la situation. Malheureusement, il n'y en a pas. Ok. Amand Noutak 2, cette situation... Voilà. Le 10 avril, on a dit, à Bakassa. Oui, les Camerounais vont comme Garoua, comme on a vu. Pascal Moncam n'était pas n'importe qui. Donc, c'est normal que... c'est clair que les Camerounais vont se masser de ce côté-là. C'était un homme connu, c'était un homme d'affaires à succès, tout comme Sa Majesté Ali Mayatou. Donc, je reste convaincu, comme dès le départ, que la note du gouverneur est une chimère. Elle ne sera pas appliquée, elle ne peut pas être appliquée. Il faudrait qu'on soit clair. Et je vous ai dit ici que dès lundi, je vais retrouver mes élèves avec les mêmes effectifs. Je vais retrouver mes 63 élèves de terminale, mes 70 ou 75 de troisième, je crois, et mes 80 de première. Donc, je ne vois pas comment est-ce que Et il n'y a pas de distanciation. C'est-à-dire, les élèves sont là, comme ça. Peut-être... vous voyez, nous sommes dans un pays où des gens font le malin. Vous voyez, lorsqu'un délégué régional veut descendre sur le terrain, il annonce. Et la veille, on exige des cache-nez aux enfants. Vous voyez cette comédie qui... Vous vous demandez, mais finalement, à quoi est-ce qu'on joue dans ce pays? Et on impose des cache-nez aux enseignants. Et tout le monde fait l'effort de venir ce jour-là avec son cache-nez. Et personne ne fait des descentes inopinées pour essayer, n'est-ce pas, de voir comment ça se passe en l'absence de l'autorité. Ou bien, lorsque vous annoncez aux éducateurs et aux élèves que vous allez faire une tournée dans les établissements scolaires, ben c'est normal que lorsque l'autorité arrive, qu'on mette des cache-nez. Et souvenez-vous, au début de cette crise sanitaire, les Camerounais ne mettaient pas des cache-nez parce qu'on avait peur de la maladie. On avait peur des policiers parce qu'on leur avait fait comprendre que, je crois que c'est le ministre de la décentralisation qui avait même fait une autre, et il s'est rattrapé rapidement parce qu'il a compris que exiger 2000 francs de pénalité à un Camerounais qui n'a pas de masque, c'était une crise sociale qui pouvait faire même tomber le régime, parce que les gars mettent ce cache-nez-là, ce masque-là, parce qu'on a peur de l'autorité. Donc, de toutes les façons, si vous dites au sorti de ce studio, à tel endroit il y a un contrôle de police, ou on contrôle, ou bien à tel endroit on va contrôler les cache-nez, rassurez-vous, tous les Camerounais auront les cache-nez avant ce point de contrôle-là. Et après, on va enlever ça. Ça veut dire que nous sommes dans un pays où on joue une vaste comédie, et on se dit, bon, on va peut-être s'en référer à la Providence, et croire que peut-être... je ne suis pas superstitieux et crois que peut-être les ancêtres peut-être vont veiller sur nous, mais si on veut compter sur le gouvernement en place, si on veut compter sur la... Je vous ai dit, nous sommes un pays de la grande débrouillardise. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui va au contact des gens pour avoir son pain quotidien de ne pas le faire, c'est impossible. Vous ne pouvez pas demander, et j'avais vu la note du ministre des Transports, M. Ngallet, à l'époque, qui fixait le nombre de personnes à transporter dans les taxis, sans toutefois préciser s'il y a des mesures d'accompagnement. Alors, les taximans dans leur secteur ont rapidement augmenté les prix de transport pour essayer, n'est-ce pas, de compenser. Et comme à malin et demi, les fonctionnaires étant dans une situation précaire, les policiers sont entendus directement avec les transporteurs. C'est-à-dire que vous portez normalement, comme vous avez l'habitude de le faire, une fois au poste de police, vous glissez 1000 francs, 500, 2000 francs, et puis vous passez. Donc, ces mesures barrières-là, les Camerounais ne les respectent que parce qu'il y a peut-être l'autorité, il y a la peur du gendarme. Sinon que, vraiment, le Camerounais n'est pas prêt à suivre, n'est-ce pas, cette stratégie mise en place par ce gouvernement. 30 secondes, rapidement, on arrive au terme de l'émission. En fait, on arrive au terme de l'émission. Bonne mesure, le gouverneur a fait son travail, mais... Il a fait son travail parce qu'au moins ça nous interpelle. Oui. Mais en réalité, chaque fois qu'on parle du Covid, c'est un sujet très controversé. Et avec le Covid,
je parle sous le contrôle du médecin, on a réussi à nous faire comprendre, à ne plus faire confiance même à nos médecins, puisqu'eux-mêmes ne sont plus capables de s'entendre. Ok. Merci Litchema, merci à vous Armand Takde. Merci. Voilà, d'être venu. Merci Joseph René Mboutouzé. Merci Dr Jean-Paulin Bissoko. Je ne saurais dire partie sur plateau sans rappeler à mes concitoyens l'importance des mesures barrières, n'est-ce pas? Pour moi, on peut combattre le Covid en respectant les mesures d'hygiène élémentaires. Okay. Distanciation, lavons-nous les mains, évitons les embrassements bizarres, n'est-ce pas? Soyons prudents, la maladie est à côté. Merci. Merci. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition Equinox Soir. Rendez-vous demain, lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, quartier Kena, nous sommes à Bamboumou. Ils avaient déjà prévu qu'on devait...